La nuit était tombée sur la Défense, et la tour d'Avenir Digital se dressait comme un monolithe de verre et d'acier indifférent à la panique qui régnait au 23e étage. À l'intérieur, l'open space, d'ordinaire un modèle d'efficacité silencieuse, était devenu une fourmilière angoissée. Des dizaines d'écrans affichaient des lignes de code incompréhensibles pour le commun des mortels, mais qui, pour les ingénieurs présents, représentaient un désastre imminent. Un système critique, essentiel au lancement d'un projet valant plusieurs millions d'euros, s'était effondré sans avertissement. L'air était lourd, saturé par le bourdonnement des serveurs, l'odeur de café froid et une tension si palpable qu'on aurait pu la trancher au couteau. Chaque visage était blême, chaque conversation un murmure inquiet, car tous savaient que le PDG ne tarderait pas à descendre de son Olympe pour exiger des comptes. Lorsque Julien Lambert apparut, le silence déjà pesant s'épaissit encore. Il n'avait pas pris l'ascenseur de service, mais était descendu par le grand escalier de verre, comme un souverain inspectant un champ de bataille perdu d'avance. Son costume sur mesure, d'un gris impeccable, contrastait violemment avec le désordre ambiant. Il ne cria pas. Sa colère était froide, contenue et bien plus terrifiante. Son regard acéré balayait la pièce, s'arrêtant sur chaque visage, non pas pour chercher de l'aide, mais pour identifier les coupables. Il écouta d'une oreille distraite les explications techniques confuses de son chef de projet avant de l'interrompre d'un geste sec de la main. « Épargnez-moi votre jargon. Je ne paie pas une armée d'experts pour entendre des excuses, mais pour obtenir des résultats. Trouver une solution, ou trouver une autre entreprise où échouer. » C'est alors qu'une voix s'éleva, calme et claire, venant d'un coin de la pièce que personne ne regardait. Le problème ne vient pas d'une surcharge du serveur. C'est une boucle infinie dans une requête de la nouvelle API. Tous les regards convergèrent vers Chloé Morel. Assise devant son poste, elle semblait minuscule face à l'aura écrasante de Julien. Ses vêtements simples et son air concentré la faisaient ressembler à une étudiante égarée. Julien se tourna lentement vers elle, un pli de mépris au coin des lèvres. « Et qui êtes-vous » demanda-t-il. Son ton glacial signifiant clairement qu'il se fichait de la réponse. L'humiliation était publique, destinée à la remettre à sa place de subalterne invisible. Ses collègues baissèrent les yeux, gênés pour elle, mais soulagés de ne pas être à sa place. Pourtant, Chloé ne baissa pas les yeux. Elle soutint le regard de Julien, sans défi mais avec une assurance tranquille qui déstabilisa l'assemblée. « Je suis Chloé Morel, analyste junior », répondit-elle simplement, avant de faire pivoter son écran vers lui. Et voici la ligne de code exacte qui a tout paralysé. Elle expliqua sa découverte en des termes si simples et logiques que même le PDG put comprendre la nature de l'erreur. Un silence stupéfait s'installa. Elle venait, en moins d'une minute, de faire ce que des ingénieurs seniors n'avaient pas réussi en 3 heures. « J'ai une idée pour contourner le problème, mais ce n'est pas conventionnel », ajouta-t-elle. C'est dans l'injustice de ces regards que naissent parfois les plus belles revanches. Si vous croyez aussi que le talent finit toujours par trouver sa voie, votre abonnement est le plus beau des soutiens pour que nous puissions continuer à partager ces lueurs d'espoir. Le lendemain de la crise, un changement subtil s'opéra en Julien. Il commença à observer Chloé, non plus avec le regard condescendant d'un supérieur, mais avec une curiosité presque clinique. Il la voyait de loin, dans l'open space, interagir avec ses collègues. Elle ne cherchait pas l'attention, mais la recevait naturellement. Un sourire partagé devant une machine à café, une explication patiente donnée à un stagiaire, un rire discret qui semblait être la seule source de chaleur dans cet environnement stérile. Il se souvenait de l'humiliation publique qu'il lui avait infligée et ressentait, pour la première fois depuis des années, une pointe de regret. Elle n'était pas seulement une employée compétente, elle était une anomalie, une énigme vivante dont la sérénité contrastait violemment avec sa propre agitation intérieure. Il se demandait d'où venait cette force tranquille. Cette force prenait racine loin des tours de la Défense, dans une petite ville de la grande couronne parisienne où les pavillons modestes se ressemblaient tous. Chloé avait grandi là,
fille unique d'un ouvrier et d'une aide scolaire. Ses parents lui avaient inculqué deux valeurs fondamentales, le travail acharné et l'honnêteté. Il n'avait donc pas d'argent, mais il lui avait offert une richesse de principes. Chaque matin, elle prenait le RER, un trajet d'1 heure durant lequel elle lisait ou révisait, considérant ce temps comme un investissement. Son petit appartement, loué à grands frais, était son sanctuaire, meublé simplement avec des objets de seconde main. Elle ne se plaignait jamais, car chaque sacrifice la rapprochait de son objectif. Prouver que son talent N n'était pas défini par son code postal, mais par sa détermination. Julien, lui, vivait dans un monde diamétralement opposé. Un penthouse avec une vue imprenable sur Paris, mais dont les immenses baies vitrées ne faisaient que refléter sa propre solitude. Son divorce avait été une guerre de tranchées, une bataille juridique et médiatique qui avait laissé des cicatrices profondes. Son ex-femme, issue d'une grande famille parisienne, l'avait dépeint comme un monstre froid et calculateur, un homme incapable d'aimer, obsédé uniquement par son empire. Cette narrative toxique avait empoisonné l'esprit de leur fils adolescent, Théo. Depuis, Julien S. était barricadé derrière une forteresse de cynisme. Il se méfiait de tout le monde, particulièrement des femmes, convaincu qu'elles ne voyaient en lui que son statut et son compte en banque. Le travail était devenu son unique refuge, le seul domaine où il avait encore le sentiment de tout contrôler. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, il convoqua Chloé à une réunion stratégique du comité de direction. Le prétexte était son approche innovante de la résolution de problèmes. La salle était un sanctuaire du pouvoir masculin, rempli de directeurs aux costumes sombres et aux regards acérés. Chloé, dans sa tenue simple mais soignée, semblait déplacée mais pas intimidée. Elle écouta en silence pendant 1 heure, les discours remplis de jargon financier et de projections agressives. Quand Julien, à la surprise générale, lui demanda son avis, elle prit la parole. Sa voix était calme, mais ses mots étaient percutants. Elle parla des utilisateurs, de leur expérience, de la nécessité de construire une technologie qui serve les gens avant de servir les actionnaires. Un silence stupéfait s'installa. Elle venait d'injecter une dose d'humanité dans une discussion qui en était totalement dépourvue. Cette promotion soudaine ne passa pas inaperçue. Dans les couloirs et à la cafétéria, les chuchotements se transformèrent en rumeurs malveillantes. Des collègues qui l'ignorèrent la veille disséquaient maintenant sa garde-robe et ses horaires. L'explication la plus simple et la plus cruelle s'imposa. Elle devait user de ses charmes pour gravir les échelons. On la qualifiait d'ambitieuse, de calculatrice. L'admiration initiale pour son exploit technique S était muée en une jalousie corrosive. Chloé sentait les regards hostiles se poser sur elle. L'isolement se resserrait comme un étau. Elle continuait son travail avec la même rigueur, mais le soir, dans le silence de son appartement, le poids de ce jugement injuste devenait parfois lourd à porter. Elle comprenait qu'ici, le succès d'une femme comme elle serait toujours suspect. Un soir, alors que les bureaux S étaient vidés, Julien la trouva encore devant son écran. La fatigue avait effacé la dureté de ses traits, révélant une vulnérabilité qu'il cachait d'ordinaire avec soin. Il s'approcha, abandonnant pour un instant son rôle de PDG. « Pourquoi faites-vous ça, Morel? Pourquoi vous acharnez autant ?» La question était directe, presque brutale, mais dénuée de reproches. Chloé se tourna vers lui, son regard franc le désarçonnant. Elle ne parla pas de carrière ou de bonus. Elle lui parla de ses parents, de la fierté dans leurs yeux quand elle leur avait annoncé son embauche, de son rêve simple de leur offrir une petite maison avec un jardin pour qu'ils puissent enfin se reposer. Ces mots étaient simples, sincères, et ils frappèrent Julien avec la force d'une révélation. Son authenticité fit voler en éclats la carapace qu'il avait mis tant d'années à construire. Il se sentit soudain ridicule dans son costume à plusieurs milliers d'euros, avec ses problèmes d'homme riche. Pour la première fois depuis la fin de son mariage, il laissa transparaître une fissure. Il lui confia, d'une voix lasse, le vide de ses journées, l'absurdité de posséder une ville entière depuis sa fenêtre sans avoir personne avec qui la partager. Chloé ne répondit rien. Elle se contenta de l'écouter, ses yeux reflétant une compassion silencieuse et dénuée de jugement.
C'est dans ces instants de vulnérabilité partagée que naissent les histoires les plus puissantes. Si vous croyez aussi au pouvoir des connexions humaines pour guérir les âmes, votre abonnement nous aide à continuer de partager ces témoignages d'espoir. Cette conversation impromptue laissa une marque indélébile sur Julien. Le lendemain, il prit une décision qui allait à l'encontre de toutes ses règles. Il l'attendit à la sortie de l'ascenseur et, avec une nervosité qui le surprit lui-même, il l'invita à dîner. Il prit soin de choisir ses mots, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un rendez-vous professionnel, mais d'un désir sincère de mieux la connaître, elle, la personne derrière l'analyste. « J'aimerais découvrir votre monde, loin de tout ça », dit-il en désignant d'un geste vague les murs de verre de la tour. Chloé fut prise de court. L'hésitation se lisait sur son visage, consciente du déséquilibre de leur position et des rumeurs déjà existantes. Mais elle vit aussi dans son regard une solitude sincère, une lueur d'espoir fragile. Elle accepta. L'introduction de Chloé dans sa vie personnelle se heurta rapidement à son plus grand obstacle, Théo. Lors d'un week-end tendu dans sa villa de Neuilly, Julien évoqua le nom de Chloé avec une prudence calculée. La réaction de son fils fut volcanique. Conditionné par des années de discours amers de sa mère, Théo voyait en Chloé l'incarnation de tous ses griefs. « Alors c'est elle, la nouvelle ? Combien de temps avant que tu ne la remplaces aussi ?» lança-t-il avec un mépris glacial. Il accusa son père de ne être qu'un homme superficiel qui achetait des distractions pour combler son vide affectif. La confrontation fut violente, ravivant chez Julien la douleur de son échec en tant que père, et lui montrant la montagne de préjugés qu'il devrait surmonter pour espérer un jour reconstruire sa famille. Chloé, de son côté, était assaillie par ses propres doutes. Le fossé entre leurs deux mondes lui paraissait infranchissable. Le luxe discret du restaurant où Julien l'avait emmené, le prix des plats qui représentaient une semaine de son loyer, tout cela la mettait mal à l'aise. Les murmures au bureau l'avaient rendue paranoïaque. Était-elle vraiment plus qu'une simple curiosité pour cet homme qui pouvait tout avoir, une distraction passagère pour échapper à sa cage dorée? Elle se confia à sa meilleure amie, qui ne fit que renforcer ses craintes. « Fais attention, Chloé, ces gens-là ne vivent pas sur la même planète. Pour lui, c'est peut-être un jeu. Pour toi, ça pourrait te briser. » La peur de souffrir, d'être rejeté, était bien plus grande que la peur de l'inconnu. Pourtant, au-delà des doutes et des obstacles, leur lien se renforçait à chaque rencontre. Loin du cadre formel de l'entreprise, ils découvraient des affinités surprenantes. Ils parlaient de cinéma, de musique, des livres qui avaient marqué leur adolescence. Julien était fasciné par la capacité de Chloé à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Un coucher de soleil sur la Seine, le goût d'un pain au chocolat d'une bonne boulangerie. De son côté, Chloé découvrait derrière l'image du magnate impitoyable un homme blessé, doté d'un humour fin et d'une intelligence sensible. Il lui parlait de ses rêves de jeunesse, avant que l'ambition ne dévore tout le reste. Elle lui racontait ses petites victoires quotidiennes. Leur relation se construisait sur ce terrain fragile et précieux de la vulnérabilité partagée. Julien, convaincu que Théo changerait d'avis s'il la rencontrait, organisa une rencontre. Ce fut un désastre. Théo se montra délibérément odieux, commentant avec sarcasme les vêtements de Chloé, son accent, posant des questions insidieuses sur ses ambitions. Le point culminant fut atteint lorsque, devant son père pétrifié, il l'accusa froidement. « Mon père est peut-être aveugle, mais pas moi. Je sais exactement ce que vous faites ici. » Chloé, bien que profondément blessée, resta digne, mais ses yeux trahissaient sa peine. Julien explosa, mais cela ne fit qu'envenimer la situation. Théo quitta la pièce en claquant la porte, criant qu'il ne voulait plus jamais la revoir. Ce soir-là, Julien comprit que la bataille la plus difficile ne serait pas de conquérir le marché, mais de guérir le cœur de son propre fils. La dispute avait été d'une violence inouïe, un ouragan de reproches et de douleurs qui laissa l'appartement de Neuilly dans un silence glacial. Puis Théo avait claqué la porte et le monde de Julien S. était effondré. La panique, froide et paralysante, s'empara de lui.
Il fit ce qu'il savait faire de mieux, mobiliser ses ressources. En quelques minutes, son chef de la sécurité était alerté, des contacts haut placés étaient sollicités, et un réseau invisible se déployait à travers Paris. Mais chaque appel passé, chaque ordre aboyé dans son téléphone ne faisait que souligner son impuissance. Il pouvait diriger un empire, mais il ne pouvait pas retrouver son propre fils, ni guérir la blessure béante qui les séparait. L'homme qui contrôlait des milliards se retrouvait n'être qu'un père terrifié, seul au milieu de son luxe inutile, hanté par le visage de son enfant déformé par la haine. Pendant que Julien déchaînait sa puissance logistique, Chloé empruntait un chemin différent, celui de l'intuition et de l'empathie. Elle ferma les yeux et tenta de penser non pas comme une adulte inquiète, mais comme un adolescent en colère et perdu. Où irait-on pour échapper à un monde de dorures et de pression ? Pas dans un palace, ni dans un lieu à la mode. On irait là où le bruit peut couvrir le vacarme de ses propres pensées, là où l'anonymat est une protection. Elle se souvint d'une bribe de conversation, une remarque de Théo sur les jeux vidéo de son enfance. Ce que son père ne comprenait pas. Une idée folle germa dans son esprit. Laissant Julien à sa guerre téléphonique, elle prit un taxi et se dirigea vers un quartier populaire, loin des avenues chics, vers l'une des dernières salles d'arcade rétro de la ville, un sanctuaire de néons et de pixels. Elle le trouva là, au fond de la salle bruyante, le visage seulement éclairé par l'écran d'une borne de jeu vintage. Le son des explosions électroniques et des musiques 8 bits créait une cacophonie qui semblait pourtant l'isoler dans sa propre bulle de solitude. Chloé s'approcha doucement, sans un mot, et s'assit sur le tabouret à côté de lui. Elle ne le questionna pas, ne le sermonna pas. Elle attendit, regardant le vaisseau spatial se battre contre des ennemis numériques. Après un long silence, ce fut elle qui parla la première, sa voix à peine audible au-dessus du vacarme. « Je sais ce que c'est de se sentir à part, de ne pas avoir sa place. » Elle marqua une pause, son regard fixé sur elle, écran. « Je ne veux pas la place de ta mère, je veux juste que ton père sourisse de nouveau, et toi aussi. » Julien arriva quelques minutes plus tard, le visage fermé par l'angoisse, prêt à affronter une nouvelle crise. Mais la scène qui s'offrit à lui le cloua sur place. Il n'y avait pas de cri, pas de drame. Il vit Chloé, assise tranquillement à côté de son fils, et Théo, pour la première fois, ne la regardait pas avec hostilité, mais avec une curiosité presque timide. Il les observa de loin, cachés derrière une machine à sous, et il comprit. Il avait passé des années à construire des murs pour se protéger, et cette jeune femme, avec rien d'autre que sa sincérité, venait de trouver la seule porte qu'il n'avait jamais réussi à ouvrir, celle du cœur de son fils. Dans le chaos coloré de cette salle de jeu, il vit la vérité avec une clarté aveuglante. L'amour de Chloé N n'était pas une menace pour sa famille, était la seule chance de la reconstruire. Il s'avança lentement, le bruit de ses pas couvert par la musique d'un jeu. Théo et Chloé levèrent les yeux vers lui. Le regard de Julien N était plus celui du PDG, mais celui d'un homme brisé qui venait de trouver l'espoir. Il s'adressa d'abord à son fils, sa voix rauque de émotion. « Pardon, Théo. Pour tout, j'ai eu tort. » Ces simples mots, si difficiles à prononcer, firent tomber la dernière barrière de méfiance dans les yeux de l'adolescent. Puis, Julien se tourna vers Chloé. Ses yeux à elle brillaient, reflétant les lumières des néons. Dans ce lieu improbable, au milieu des fantômes du passé et des promesses d'un futur incertain, il lui prit la main. « Épouse-moi, Chloé, » dit-il, non comme une question, mais comme une évidence. Aide-moi à construire quelque chose de vrai. Aide-nous à redevenir une famille. Leur mariage ne fut pas un événement mondain destiné à la presse, mais une cérémonie intime dans le jardin d'une vieille bâtisse en pierre, loin de l'agitation parisienne. Théo, en costume, mais avec ses baskets préférées, se tenait à leur côté, non comme un témoin contraint, mais comme le pilier de cette nouvelle union. Ce fut lui qui leur tendit les alliances. Son regard croisant celui de son père avec une complicité retrouvée, puis celui de Chloé avec une affection sincère. Il n'y avait ni photographe, ni invité prestigieux, seulement la famille proche et quelques amis véritables.
En cet instant, sous le soleil doux d'un après-midi de septembre, Julien Lambert-Naine était plus le PDG d'un empire technologique, mais simplement un homme qui avait retrouvé le chemin de son cœur. Chloé, dans une robe simple qui soulignait sa grâce naturelle, souriait, consciente que la plus grande victoire naine n'était pas d'avoir sauvé un système informatique, mais d'avoir reconnecté 3 âmes brisées. La vie reprit son cours, mais elle était profondément transformée. Julien réorganisa ses priorités avec une détermination qu'il réservait autrefois aux acquisitions d'entreprises. Il apprit à déléguer, à quitter son bureau avant la nuit, à éteindre son téléphone pendant les dîners. Il découvrit la joie simple des week-ends sans ordre du jour, des conversations qui ne tournaient pas autour des chiffres d'affaires. Chloé, quant à elle, refusa le rôle effacé de femme de PDG. Forte de la reconnaissance de ses pairs et du soutien de Julien, elle accepta un poste de direction au sein d'Avenir Digital. Elle y insuffla une nouvelle culture, plus humaine et collaborative, prouvant que la bienveillance et la performance N étaient pas incompatibles. Elle devint un mentor pour les jeunes recrues, une voix écoutée qui rappelait à tous que derrière chaque ligne de code, il y avait un utilisateur, un être humain. Ensemble, ils décidèrent que leur histoire ne devait pas rester une simple anecdote personnelle, mais devenir une source d'opportunités. Ils créèrent la fondation Pont d'Avenir, dotée d'un capital initial de 5 millions d'euros financé par l'entreprise. Sa mission était claire, offrir des bourses d'études et un programme de mentorat à des jeunes talents issus de milieux modestes. Ces jeunes brillants que le système oublie trop souvent. Pour Julien, était une façon de donner un sens plus profond à sa réussite, de transformer son immense fortune en un véritable héritage humain. Pour Chloé, était une manière de tendre la main à ceux qui, comme elle, avaient dû se battre 2 fois plus pour prouver leur valeur. Leur parcours N était plus seulement le leur. Il devenait une promesse pour les générations futures, un témoignage que le talent n'a pas de code postal. 3 ans plus tard, un dimanche après-midi au jardin du Luxembourg, le tableau était complet. Julien, en jean et pull décontracté, poussait doucement la balançoire où riait aux éclats leur petite fille, Élise. Non loin de là, Théo, devenu un jeune homme serein et étudiant en histoire de l'art, lui lançait un ballon avec une patience de grand frère. Chloé les regardait depuis un banc, un livre posé sur ses genoux, un sourire paisible, illuminant son visage. La tour d'Avenir Digital se dessinait au loin, non plus comme un symbole de pouvoir et de solitude, mais comme une simple partie du paysage de leur vie. Ils avaient bâti bien plus qu'un foyer. Ils avaient construit un sanctuaire de bonheur simple et authentique. Si ce genre d'histoire vous donne aussi envie de croire en un avenir meilleur, n'hésitez pas à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces récits qui réchauffent le cœur.